Bonjour, bonsoir, chers collègues. Vous êtes tous la bienvenue à notre webinaire. Je vois que nous avons déjà plus de 100 participants. Vous êtes tous la bienvenue. Nous espérons pouvoir parcourir nos directives mondiales sur les populations clés, mais surtout pouvoir obtenir des conseils sur comment pouvoir obtenir les opportunités qui nous sont présentées par le Fonds mondial pour nous assurer que les populations clés et les équipes d'intervention aient ce qu'il faut. Nous avons vu certains des commentaires que nous avons eus dans la fenêtre 1 et nous savons que beaucoup de pays sont également dans le processus de finalisation de leur demande de financement pour la phase 2. Nous avons discuté avec certains des pays la semaine dernière et nous allons continuer d'examiner les opportunités présentées au cours des quelques derniers mois. Mon travail, c'est juste de vous souhaiter la bienvenue et laisser la place aux experts qui vont présenter pendant ce webinaire. J'espère que nous pourrons nous saisir de cette occasion pour nous assurer que les populations clés soient servies comme il se doit. Dans toutes les analyses que nous avons faites au sein de la région, nous avons encore des populations clés qui doivent être des populations de priorité, à part les adolescents, les femmes, les filles et les enfants qui sont laissés en marge. Donc, saisissons-nous de cette opportunité pour que nous puissions améliorer nos demandes et éviter qu'il y ait trop de va-et-vient et de perte de temps. Et nous n'aurons pas ce que nous voulons si nous ne faisons pas les choses comme il se doit probablement. Donc, chers collègues, à vous la parole. Merci beaucoup, docteur, pour ces mots d'ouverture. Nous allons très rapidement parcourir quelques annonces pour ce webinaire. Nous avons la fonction questions-réponses qui permet aux participants de soumettre des questions si vous en avez ou si vous avez des défis avec l'accès aux liens ou s'il y a quelque autre problème que ce soit, veuillez utiliser la fonction questions-réponses pour cela. Et pour la fonction du chat, vous pouvez l'utiliser pour vous présenter, mentionner votre pays d'origine, votre nom, et également vous adresser à l'équipe de logistique. Nous avons l'interprétation en 3 langues disponibles. Nous avons l'anglais, le français et l'arabe et le portugais. Veuillez tout simplement choisir la langue qui vous convient. Nous avons l'anglais, le français, le portugais. Cet webinaire sera essentiellement en anglais, excepté pour certaines interventions qui seront en français. Vous pouvez également utiliser la transcription en direct pour avoir des sous-titres. Si vous avez des problèmes auditifs ou si vous voudriez tout simplement lire tout ce qui se dit sans avoir à laisser votre audio, votre canal audio ouvert, vous pouvez utiliser la fonction de transcription en direct. Après ce webinaire, qui est en train d'être enregistré, et bien l'enregistrement sera partagé avec vous en français, en anglais, en portugais, en arabe et en espagnol. Votre retour, votre feedback nous est très important, donc nous allons partager avec vous un lien vers une petite enquête. Il y en aura 2 pour recueillir vos avis après le webinaire.
Comme vous le savez, les données sont en train d'être collectées et elles seront utilisées, mais vos noms seront gardés confidentiels. Et ces données seront utilisées pour des rapports, des cartes, des cartographies, pour améliorer notre plateforme. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue du siège qui va modérer ou présider notre session aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Igor. J'aimerais également vous souhaiter tous la bienvenue à ce webinaire très important. Merci, Dr. Lulé. Ce webinaire est en collaboration avec l'OMS, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et le siège, aussi bien que le Fonds mondial. Nous allons parler de l'importance de l'inclusion des directives au sujet des populations clés, surtout les pays où les demandes de la fenêtre 2 sont en train d'être finalisées. Nous allons avoir du temps pour les questions et les réponses. Nous allons présenter les directives. Mes collègues vont faire la présentation et d'autres, tels que Nicolas et Luman, vont nous donner des détails sur l'inclusion des IST et de l'hépatite. Ensuite, nous avons mis à votre disposition la fonction de questions-réponses, comme ça a déjà été expliqué. Et la deuxième partie de ce webinaire, il y aura une présentation de notre collègue Suzy McLean qui va mettre l'accent sur les priorités du Fonds mondial par rapport aux populations clés. Et encore une fois, nous allons avoir suffisamment de temps pour les discussions. Et pour finir, nous allons, à travers la présentation de mes collègues, de UNAIDS, etc., qui vont vous donner des détails sur les informations stratégiques des populations clés et comment mettre l'accent sur ce détail dans votre soumission. Et encore une fois, ne soyez pas timide, faites-nous savoir si les choses ne sont pas claires, si vous avez besoin de clarification ou vous avez des problèmes dans votre soumission, n'hésitez pas. J'aimerais maintenant passer au contenu du webinaire lui-même. Je vais inviter mon collègue à nous donner une idée générale de ce document sur les populations clés, ce qui sera suivi par une présentation sur les IST et l'hépatite B, pour s'assurer que ces populations-là soient également incluses. Donc, j'aimerais vous rappeler également qu'à cause de l'interprétation, il est important de ne pas parler trop vite. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et merci de votre temps et d'avoir rejoint ce webinaire. Dans cette brève présentation, je vais vous donner une idée générale de la mise à jour des directives consolidées de l'OMS sur les populations clés. Nous sommes vraiment impatients de passer aux discussions et aux questions-réponses, donc je vais essayer d'être bref. Voici donc le programme de ma présentation. Je vais mentionner les packages recommandés pour les populations clés.
Je vais également mentionner les nouvelles recommandations et les mises à jour. Et donc, nous avons les recommandations que nous connaissons déjà d'habitude, mais il y a également des mises à jour. Le docteur Lula l'a également mentionné au début. Nous devons prioriser les populations clés et dans nos réponses au VIH, à l'hépatite virale et aux IST, parce que 70% des nouvelles infections du VIH se font au sein des populations clés et entre eux leurs partenaires sexuels. Même en Afrique, nous savons qu'il y a une plus forte prévalence au sein de ces populations clés. Selon UNAIDS, plus de 50% des nouvelles infections du VIH sont présentes au sein des populations clés. C'est pour ça qu'il faut prioriser ces populations dans notre réponse internationale. Donc, voilà le cadre qui explique pourquoi ces populations sont plus vulnérables au VIH à cause de la stigmatisation, la criminalisation et les politiques de restriction. Cela augmente leur vulnérabilité et cela pourrait également s'intercroiser avec d'autres problèmes qui augmentent leur niveau de vulnérabilité. Ceci contribue également à réduire leur accès au traitement. Il y a également des facteurs biologiques. Le fait que certains d'entre eux utilisent et partagent des seringues, il y a également des facteurs sociaux parce que certains ont plusieurs partenaires. Donc, tout ceci mène à un risque plus élevé et à une plus forte prévalence de l'infection. Donc, comment pouvons-nous optimiser la réponse au VIH, à l'hépatite virale et aux IST au sein des populations clés? Voilà donc des directives que nous avons mis ensemble. Nous mettons plus l'accent sur les barrières structurelles, incluant la stigmatisation et d'autres violations du droit humain. Donc, voici la base d'une réponse ou d'une solution réussie. Nous encourageons nos communautés à travailler sur l'amélioration de leur approche et inclut offrir un service différencié à ces populations et des soins proprement financés. Cela pourra donc assurer un accès meilleur aux soins et nous aider dans l'accomplissement de soins plus durables à ces populations. Nous voulons également mettre fin au fait que le VIH soit une menace de santé publique d'ici 2030. Donc, c'est un processus un peu compliqué et dans ce cas, nous avons mené des enquêtes, nous avons identifié toutes les recommandations au sein des directives de l'OMS qui sont importantes pour les populations clés. Ensuite, avec l'aide de cette directive, nous avons identifié les domaines dans lesquels nous avons besoin de directives. Donc, il n'est pas surprenant de voir pourquoi nous proposons de développer certaines recommandations. Et il faut faire tout ceci en collaboration avec ces groupes et avec la communauté et d'autres experts. Donc, nous avons mené des revues systématiques et nous sommes arrivés au développement de nouvelles recommandations qu'il faut prioriser pour la prévention. Encore une fois, nous avons ici inclus les valeurs et les préférences, ce qui a été fait par nos partenaires de la société civile. Les réseaux y incluent Gates, le réseau mondial de transgenres, Impact et NSWP, ce sont des réseaux mondiaux qui travaillent sur ces populations clés et qui jouent un rôle très important dans ces enquêtes et ces études. Donc, ils ont mené 61 interviews
dans 32 groupes cibles avec 229 participants dans 69 pays. Et c'était une partie très importante dans notre élaboration des directives. Outre cela, nous avons priorisé les interventions et divisé en plusieurs groupes. Tout d'abord, nous avons 3 groupes d'intervention qui sont essentiels dans tous les domaines et qui peuvent être divisés en 3 qui sont essentiels pour permettre les interventions afin de réduire les barrières structurelles. Ce sont des interventions spécifiques qui ont prouvé qu'elles peuvent diminuer les incidences et l'impact du VIH, des IST et de l'hépatite virale. Nous nous sommes également assurés que les soins de santé générale soient également assurés. Ils améliorent les services de santé et à maintenir le niveau de soins de santé. Nous avons également eu des interventions que nous avons depuis plusieurs années. Vous les connaissez, mais elles demeurent très importantes. Tout d'abord, nous devons ôter les lois punitives, les politiques et les pratiques punitives parce qu'elles demeurent des barrières à ces populations clés. Et aujourd'hui, l'ONU, l'UNAIDS a également promulgué des recommandations afin d'ôter ces barrières qui empêchent l'accomplissement des objectifs. Il y a également beaucoup d'initiatives et de projets et de travail dans ce sens afin de consolider et disséminer ces pratiques. Nous voulons également outiller les communautés, ce qui est important, et également résoudre les questions de violence. Donc, nous avons 3 piliers qui sont importants, qui ont fait leur preuve en matière de réduction de la prévalence du VIH, de l'hépatite et des IST. Nous recommandons bien sûr ces produits que nous avons utilisés depuis des années qui demeurent efficaces, les condoms, les lubrifiants, les médicaments de prophylaxis pré-exposition pour le VIH. Nicolas va parler un peu plus de l'inclusion de l'hépatite B dans le programme du VIH. La vaccination contre l'hépatite B, il y a également de nouvelles recommandations dont nous allons parler plus tard. Donc, pour les diagnostics, il y a des recommandations sur les services de tests du VIH. Et cette fois-ci, ces recommandations sont réellement consolidées et elles sont transversales dans les 3 domaines d'infection, c'est-à-dire le VIH, les IST et l'hépatite B. Nous allons en parler plus en détail plus tard. En matière de traitement, les recommandations demeurent pertinentes. Ceci est important pour les soins de santé plus généraux qui n'ont pas d'impact direct sur l'incidence de ces maladies, mais qui sont également importants et qui rendent ces services plus attrayants pour ces personnes. Nous avons également une section sur les considérations spécifiques pour les jeunes populations clés, parce qu'ils ont des domaines spécifiques dans lesquels ils ont besoin d'adaptation. Ces services seront des services basés sur les pairs. Nous allons offrir plus d'éducation, d'information et une approche amicale et informative pour les jeunes personnes. Maintenant, pour parler des nouvelles recommandations,
il n'y a pas eu suffisamment d'évidence basée sur les revues systématiques par rapport aux interventions comportementales. Il est dit que les réponses pour le VIH, l'hépatite virale et les IST, les décideurs politiques et les agents de santé doivent savoir que les interventions comportementales par le conseil, l'offre de conseil qui cherche à changer les comportements pour réduire les risques associés à ces infections au sein des populations clés n'a pas démontré d'effet positif sur ces maladies ou sur leur incidence comparée à l'usage du condom, etc. Ceci demeure très important, mais surtout ceux qui cherchent à changer le comportement ne sont pas très efficaces. Après, je vais vous montrer comment cette recherche a été faite. Donc, il y a eu une recherche qui a été menée pour la revue systématique et certaines questions ont été posées pour réduire les comportements à risque. Et les exemples de ces interventions sont, par exemple, le conseil qui rappelle, donner des conseils pour leur rappeler de pratiquer, d'avoir des pratiques sexuelles saines, les conseils par rapport aux risques, par rapport à la reproduction. Donc, la revue systématique n'a pas montré que ces interventions sont efficaces, comme vous pouvez voir les résultats. Donc, ces interventions ont très peu d'impact dans l'incidence de ces maladies au sein des populations clés et dans la réduction de comportements à risque. Une autre recommandation nouvelle ou une bonne nouvelle pratique, c'est de discuter de la question de chemsex. Il s'agit de lorsque les personnes ont des relations sexuelles après avoir pris des stimulants. Cela devient de plus en plus un problème dans plusieurs communautés. En Asie, en Afrique subsaharienne, etc. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'évidence, mais ce message dit que pour résoudre ce problème, il faut une approche sans jugement et centrée sur la personne et complète. Cela doit inclure une approche qui inclut la santé mentale, la stérilisation, des seringues partagées, etc. Et les résultats de cette revue montrent que beaucoup de personnes préfèrent les soins de spécialistes. Nous devons également avoir des informations disponibles sur comment réduire les risques ou les dangers liés à cette pratique. Et l'OMS va développer plus de directives détaillées d'ici l'année prochaine pour résoudre ce problème. Par rapport à l'hépatite C, je ne vais pas beaucoup en parler. Les recommandations ont trait à la réinfection parmi les populations qui sont à haut risque et ont une histoire de traitement. Ils devraient être retestés avec des PCR pour voir s'ils ont encore la varémia HCV. Et ce test est hautement recommandé
pour les personnes qui utilisent, qui ingèrent des drogues. Les infections, les personnes avec les infections récentes doivent recevoir un traitement pan-génotypique, ce qui réduit les risques de retransmission. En matière d'offre des services, nous avons un chapitre séparé dans le document à ce sujet. Nous avons 2 nouvelles recommandations. La première a à voir avec la navigation des pairs. Et il est recommandé que les navigateurs pairs soutiennent les populations clés à commencer leur traitement pour le VIH, l'hépatite virale et les IST et à maintenir leur traitement. Et la deuxième intervention et recommandation, la recommandation dit que l'administration en ligne des services de VIH, d'hépatite virale et des IST aux populations clés pourrait être une option additionnelle pour s'assurer, tout en s'assurant que la sécurité de leurs données et la confidentialité soient assurées. Cela va permettre de pouvoir atteindre les populations qu'on ne pourrait pas atteindre autrement et à diversifier les services. Il y a 3 différents types d'interventions virtuelles. Nous avons les campagnes en ligne, les campagnes à travers les plateformes en ligne qui ont été très efficaces. Nous avons également la gestion des cas en ligne qui peuvent réduire les infections et la rétention ou le maintien des patients dans leur traitement. Nous avons également des informations de santé en ligne, des informations qui sont destinées à une population particulière, qui sont disponibles à travers les services de santé en ligne, qui sont publiés sur Facebook, les applications, etc. Donc, voilà une politique de UNAIDS et de l'OMS. Nous vous invitons à parcourir également ce document. Donc, quoi d'autre? Eh bien, nous voulons pouvoir disséminer cette directive et faire un suivi mondial et un suivi également basé sur la communauté. Nous avons ici une excellente opportunité de renforcer les demandes que nous avons adressées au Fonds mondial afin de maintenir les populations clés au centre de la réponse ou de la riposte contre le VIH, l'hépatite et les IST. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais passer la parole à ma collègue Greta Memalo pour vous donner quelques informations complémentaires sur les IST. Je n'ai pas de présentation en diaporama, mais en travaillant dans l'équipe sur les populations clés et en focalisant notre attention sur les
STI, nous avons formulé un certain nombre de propositions. Il y en a quelques-unes que je voudrais voir avec vous, les propositions. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Les infections transmises sexuellement peuvent contribuer à l'acquisition et à la transmission du VIH. Alors, pour la prise en charge des IST, il y a des services intégrés qui sont offerts aux populations avec un focus sur les populations. C'est très important. Juste pour vous donner une idée, si quelqu'un a la syphilis, ça double le risque d'acquisition du VIH et sa transmission. Pour les herpès génitales, c'est 3 fois le risque. Donc, ça peut aider en tant qu'outil de prévention. Et je pense qu'on en a besoin en particulier pour les populations clés parce que tout le monde, quel que soit le niveau de revenu dont on parle, est affecté par les IST. C'est évident parce que c'est partout. Juste pour vous donner une idée, pour les travailleurs du sexe masculin, on estime à 11% la syphilis active, alors que dans la population en général, c'est 20 fois moins. La même chose pour MSM, c'est 13 fois plus. La syphilis pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, c'est 7 fois plus que la gonorrhée. Alors, c'est un problème relativement important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les activités, les interventions qui sont efficaces et qui sont durables? Alors, ce que nous faisons avec l'OMS, bon, si ce n'est pas possible, il faut commencer petit. Donc, ce qu'on peut proposer au minimum, c'est une autoreconnaissance des signes et des symptômes. Il suffit de présenter la personne qui a une douleur ou autre chose. Juste en posant les questions, vous allez identifier plus de cas que si vous ne posez aucune question. Alors, évidemment, s'il y a un problème, il faut traiter. Donc, pour traiter, il faut des références vers des plateformes efficaces. Donc, c'est l'approche minimale, l'autoreconnaissance. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser les tests de dépistage de la syphilis. C'est moins de $1 par test. Et dans certains cas, ça s'est révélé rentable. Et même, ça permet d'économiser de l'argent. Alors là aussi, si vous dépistez la syphilis, il faut se préparer à traiter ceux qui sont positifs. On peut espérer que vous puissiez ajouter d'autres tests, mais il faut pouvoir traiter lorsque vous êtes sûr qu'il y a infection. Le problème, si vous avez la syphilis, ça ne vous dit pas si il y a une infection passée ou une infection actuelle. Le test ne permet pas de détecter s'il s'agit d'une infection passée ou autre. Alors, pour la gonorrhée, il y a aussi des propositions qui sont faites en considérant que l'échantillonnage se fait sur 3 sites. Donc, dans ces cas-là, il est très important d'échantillonner les 3 sites atomiques. Si je prends par exemple l'exemple des travailleuses du sexe,
si vous ne faites pas le pharynx et si vous ne faites pas d'échantillonnage anarectal, vous allez perdre 60% des cas de gonorrhée, par exemple. C'est énorme. Et si vous dépistez la gonorrhée en utilisant des échantillons d'urine, vous allez passer à côté de 80% des cas. Donc, il y a une chose que les nouvelles directives apportent, c'est la possibilité de réunir ces échantillons. Si vous avez des échantillons de 3 sites atomiques, vous les regroupez et vous faites un test moléculaire. Il y a déjà des stratégies de partenariat là où il y a déjà des diagnostics de VIH pour notifier les partenaires en utilisant différentes stratégies. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ces stratégies pour les IST aussi. Et dans les IST, vous avez un gros avantage. Ce sont des bactéries, souvent, vous pouvez traiter. Donc, la thérapie pour les partenaires, c'est un atout également très important. N'oubliez pas non plus qu'il y a le condom hein, comme option. Et il y a beaucoup de gens encore qui continuent de le faire et qui préfèrent utiliser les condoms. Il y a une chose également très importante. Il ne faut pas oublier de mettre tout cela dans le budget. Alors, je vois souvent, on dit, j'ai fait telle intervention, on ne les voit pas apparaître dans le budget. Donc, il ne faut pas l'oublier, non seulement pour les dépistages, mais aussi pour les traitements et pour les références. Il y a aussi des innovations dont on peut tenir compte pour l'avenir. Il y a le dépistage subtesting de la syphilis, par exemple. Il y a le double dépistage aussi. Le double test peut dépister les infections en cours. Ça peut être utile. On peut également voir le rôle de la résistance. Et il y a aussi les dépistages parmi les femmes transgenres. Ce sont des études qui ont été faites récemment et qui peuvent être utiles. L'utilisation du vaccin contre la méningite, contre la gonorrhée. Je pense qu'il y a un essai qui est déjà en cours qui montre que c'est très efficace, en fait, pour les MSM. Nous travaillons avec l'OMS sur une équipe vaccinale. Ce serait peut-être une recommandation à l'horizon 2024. C'est quelque chose qu'on peut envisager dans la planification des 2 prochaines années. Alors voilà, c'est tout. Je suis disponible pour les questions. Il y a un lien vers un document qui peut vous être utile pour penser à toutes ces options dont j'ai parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. Je pense qu'il y a des questions dans la boîte de dialogue sur les IST, les liens avec l'utilisation des drogues. Peut-être que vous pourriez répondre aux questions qui vous sont adressées dans la boîte de dialogue. Alors, je vais m'adresser maintenant à Nicolas Louma pour parler des nouvelles infections qui sont mentionnées dans le guide, dans les directives. Merci beaucoup pour les belles présentations qui ont été faites jusqu'ici. Alors, il y a une chose qui est très importante, qui n'est même pas spécifique à l'hépatite. Nous essayons de rendre
ces directives sur les populations clés encore plus inclusives. Et je pense que c'est un changement très important. On sait tous que les gens issus des populations clés ont des situations complexes. Il ne s'agit pas seulement de prévention et de soins contre le VIH. Je pense qu'il faut que nous ayons des réponses de plus en plus exhaustives. Et, et je pense que c'est ce qu'un client, un patient préférerait, qu'on ne le considérait, qu'on ne se le considère pas seulement comme un patient VIH, mais un patient XYZ qui a différents besoins en matière de santé qu'on peut appréhender. Alors, je pense que c'est très important de tenir compte de tous ces facteurs. Et je pense que cela apparaît dans les- les documents du Fonds mondial. Il y a une flexibilité accrue. En tout cas, on a de plus en plus tendance à inclure les IST dans les services au profit des personnes atteintes du VIH. Donc, cette inclusivité, c'est très important. Quelque chose de spécifique à l'hépatite. Pour les traitements de l'hépatite B et l'hépatite C dans les populations clés, et la vaccination contre l'hépatite E, c'est ce qui est recommandé. Il y a également des nouveaux outils pour les recommandations en matière d'hépatite. Je ne vais pas revenir dessus, mais ce que je dirais en ce qui concerne les directives, et du point de vue du Fonds mondial, il y a des, des aspects qui sont plus pertinents et peut-être plus réalistes à mettre en œuvre. Premièrement, le dépistage et les traitements de l'hépatite C. Je pense qu'il y a des thérapies antivirales qui sont disponibles maintenant sur 12 semaines. Ils sont accessibles. Bon, accessibles, je ne sais pas, mais ils pourraient être disponibles dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, à condition qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché. Donc, une fois qu'ils sont disponibles, le diagnostic devient de plus en plus abordable. Et je pense que les coûts tournent autour de $100 pour le dépistage et le traitement. C'est quelque chose qui est important. Lorsqu'on considère les personnes qui sont affectées, surtout les personnes qui s'ingèrent des drogues, mais c'est également valable pour toutes les autres populations. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas diagnostiquer et traiter l'hépatite B, mais dans le cadre de l'hépatite C, les choses sont beaucoup plus complexes et je pense que si on peut vacciner les populations, ce sera beaucoup plus intéressant. Si le pays a un système de santé qui permet d'inclure ces choses-là, ce serait bien. Et je pense que tous ces aspects apparaissent également dans la documentation du Fonds mondial. Il y a deux choses que je voudrais dire ici. Premièrement, le Fonds mondial, depuis très longtemps, permet d'inclure les services hépatites pour les personnes qui vivent avec le VIH. Je pense qu'il y a beaucoup de gens des populations clés qui bénéficient de ces services.
bénéficient également des services de prévention. Et je pense que le Fonds mondial a décidé de mettre un accent particulier sur l'hépatite C pour les personnes qui s'injectent des, s'injectent des drogues. Il y a 2 choses que je voudrais ajouter. J'ai vu beaucoup de suggestions et de propositions pour le Window 1. Ils ont mentionné l'hépatite, mais on ne parle pas toujours des cibles, des niveaux de couverture. Dans un sens, certaines propositions n'étaient pas suffisamment précises. Donc, lorsque les pays formulent des demandes de financement, il est important d'être stratégique, d'être catalytique et d'être spécifique. Je pense qu'une fois ceci dit, la dernière chose que je dirais, c'est que si un pays formule une demande stratégique, même si dans le pays, la réponse à l'hépatite n'est pas suffisamment forte, vous pouvez peut-être développer des formations, de la documentation. Ça a déjà été utilisé dans certains pays pour commencer, pour catalyser certains services, euh, mobilisant certains fonds au niveau local en attendant les fonds à l'international. Je pense que c'est intéressant de voir évidemment les choses de ce point de vue. Merci. Merci beaucoup, Nicholas. J'aimerais remercier tous ceux qui sont intervenus sur les directives. Nous avons reçu quelques commentaires, quelques questions dans la boîte de dialogue. On va peut-être commencer par vous, Nicolas. La dernière question. Est-ce qu'il y a plus d'options de dépistage, de traitement disponibles pour l'hépatite B en Afrique? Parce qu'on dirait que c'est de plus en plus difficile pour la région afro d'avoir tout cela pour l'hépatite B que pour l'hépatite C. Peut-être que vous pouvez répondre. Vous voulez que je réponde verbalement ou bien que je réponde dans la boîte de dialogue? Oui, bon, pourquoi pas. Si vous pouvez répondre rapidement, sinon vous pouvez saisir la réponse. C'est comme vous voulez. Je ne sais pas comment on gère le temps. Je peux saisir dans la boîte de dialogue. Non, pour le temps, ça va. On a encore un peu de temps, on a une dizaine de minutes encore pour les questions-réponses. Je pense qu'il y avait des questions liées à l'IST, chemsex. Bon, je vais donner une réponse rapide peut-être sur l'hépatite B. Oui, c'est une bonne question. D'abord, je dois reconnaître que dans une bonne partie de l'Afrique subsaharienne, surtout à l'ouest, dans l'ouest et dans le centre, il y a une grande prévalence de l'hépatite B dans la population en général. Donc, je pense que ce serait juste de le reconnaître. Généralement, plus de 10% de la population. Bon, il y a des pays aussi qui n'ont pas une charge de VIH aussi lourde. Je pense qu'en général, l'OMS est en train de revoir les guides hépatites pour les pays et je pense que ce serait l'occasion d'attirer l'attention là-dessus. Et par rapport à la question spécifique du jour, je pense que l'OMS peut apporter un peu plus de flexibilité dans le dépistage de l'hépatite B, surtout pour les pays qui ont une forte prévalence dans les populations clés. Je pense que la vaccination est très importante. Bon, évidemment, tout dépend des moyens, puisqu'il faut envisager la prise en charge de ces populations aussi.
Merci beaucoup, Nicolas. Je voudrais dire aussi que si vous n'êtes pas satisfait de nos réponses, si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à le dire. Et après le webinaire, si on ne peut pas prendre en compte toutes les questions, on pourra assurer le suivi dans ce sens. Il y a également une chose qui est apparue dans les questions-réponses. Alors, pour les populations qui pratiquent les chemsex, oui, je pense que le gros problème avec chemsex, c'est le manque de données. Parce qu'il y a eu beaucoup de stigmatisation à l'encontre des communautés, pour les communautés qui utilisent des drogues aussi. Donc, les données bien sûr, en Europe, en Amérique, il y a des données, il y a un risque élevé d'infection du VIH au sein de ces populations. Mais dans les pays à plus faible revenu, il y a beaucoup de données qui manquent sur la prévalence. Donc, on voit chez les partenaires du Pakistan, l'Asie du Sud-Est, il y a une charge de plus en plus importante, une utilisation de plus en plus importante, des infections de plus en plus importantes. Donc, tout ça peut être lié, mais comme je vous l'ai dit, il faut qu'on ait de meilleures données là-dessus pour pouvoir en tirer des conclusions fiables. Merci beaucoup, Anton. Alors, encore une question sur chemsex. Je pense qu'il y a une chose qu'on essaye de faire avec les directives, c'est de répondre à ces préoccupations avec différentes personnes à différentes situations lorsqu'ils parlent de chemsex. C'est quelque chose dont on s'est rendu compte également dans les enquêtes qualitatives sur les populations clés. Chemsex, en fait, c'est d'avoir un rapport sexuel avec des partenaires multiples sur une longue période. Évidemment, il y a l'utilisation des drogues qui vient s'ajouter. Alors, l'accès à PrEP, c'est quelque chose, au service PrEP, c'est quelque chose que nous soulignons aussi parce que l'utilisation de drogue ne rentre pas forcément dans la catégorie de chemsex, mais et donc, on est obligé de recourir aux méthodes de prévention que nous avons, c'est-à-dire vérifier IST, faire le suivi des IST, du VIH et continuer de fournir des préservatifs. Il y a également une question sur l'utilisation de drogues, le risque de psychose, le recours à des psychiatres. Je pense que quand on parle de VIH, c'est très important de voir là où les risques les plus élevés d'injection sont présents. Et il faut tenir compte dans les paquets qui sont offerts, de fournir des choses qui soient en lien direct avec les problèmes. Alors, l'algorithme pour le dépistage des populations, vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus. Je pense que c'est important de souligner que
Donc, pour toutes les interventions cliniques que nous recommandons, que ce soit pour le dépistage, le traitement, c'est la même chose pour les populations clés que pour les populations à risque ou les populations qui vivent avec le VIH. Il est vrai que la volatilité peut-être de varier en fonction des méthodes, comme Anton l'a dit, les différents services qui sont disponibles, les services en ligne et la fréquence du dépistage peut être différente, légèrement différente également. C'est pour ça que nous avons une nouvelle recommandation pour le dépistage de l'hépatite C et pour les populations clés, on a déjà parlé de 6 mois pour le dépistage du VIH pour les populations clés. Donc, c'est la fréquence qui peut varier. Sinon, l'autodépistage est hautement recommandé et bien entendu, on encourage les gens qui sont traités à avoir des confirmations de tests en laboratoire. Il y a quelqu'un qui voudrait poser une question, mais avant cela, je voudrais m'adresser à Maëlie pour répondre à certaines questions qui ont été posées sur les IST. Non, je voulais compléter ce que vous aviez dit lorsque vous avez parlé de fréquence et dépistage du VIH. Je pense qu'il est important de mentionner également la fréquence de dépistage des IST. Alors, nous venons d'entreprendre une revue systématique. Et ce que nous avons vu, c'est que ce que nous avions formulé tout au début dans le document sur les directives pour les IST, c'était 3 mois pour la fréquence. Et on se rend compte que ça peut être un peu trop. Alors, ce que nous voyons, c'est que tous les 6 mois, c'est un peu plus raisonnable. Et pour le calendrier, il faut le répéter tous les 6 mois. Alors, pour la syphilis, bon, c'est bien, si les gens viennent pour les tests, vous pouvez en profiter pour les dépister aussi. C'est ce que je voulais dire pour compléter. Et nous sommes en train de mettre au point des outils également pour les pays, pour offrir des méthodes de dépistage rentables. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, je pense. Merci beaucoup, Maëline. Je pense qu'il y a aussi une question sur la tuberculose en raison du lien entre le VIH et la tuberculose. Je ne sais pas, Anton, est-ce que vous voulez répondre dans la boîte de dialogue à Luakuanga? Chiluakuanga? Je voudrais m'adresser à la question qui a posé cette question dans le box, de le faire verbalement, qu'on puisse répondre. Nous ne vous entendons pas. Peut-être que vous pouvez écrire votre question dans la boîte de questions-réponses. Il y avait des spécifications par rapport aux maladies cardiovasculaires, l'arythmie. Je pense que Maëvis a peut-être déjà répondu à ces questions. Il y a une question pour vous par rapport à l'herpès, la chlamydie génitale.
Je me demandais si Anton voudrait répondre. Je ne suis pas sûre si il y a un soutien aux activités, que nous avons une approche de réduction, nous voulons soutenir les gens, leur offrir un filet de sûreté. Je me demandais si Anton voulait faire un ajout par rapport à mon élément de réponse. Par rapport à chemsex, peut-être que nous nous concentrons sur la réaction publique. Il nous faut donner aux gens les moyens de se protéger. Je pense qu'il nous faut passer à la partie suivante du webinaire. Nous pouvons essayer d'offrir des éléments de réponse en utilisant la fonction question-réponse. Donc, nous allons passer à la partie suivante, puisque nous avons des présentations importantes qui doivent suivre. Continuez, s'il vous plaît, à poser vos questions dans la boîte de questions-réponses. Notre orateur suivant est notre collègue du Fonds mondial. Nous sommes très heureuses, Suzy McLean, de vous avoir avec nous pour nous présenter le point de vue du Fonds mondial. Nous parler des composantes qu'il doit y avoir dans les soumissions à venir. Je pense que vous avez 10 minutes pour votre présentation. Merci, Annette. Bonjour à tous les collègues, c'est un plaisir pour moi d'être là. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre à ce webinaire très important. Je me nomme Suzy McLean, je suis la conseillère principale sur les questions de VIH pour le Fonds mondial. Donc, je m'occupe des questions de prévention, mais je travaille également au-delà de la prévention du VIH. Au Fonds mondial, nous sommes vraiment dévoués à la prévention du VIH, mais j'aimerais également commencer en disant que nous sommes bien en voie pour le cycle 7. Plusieurs d'entre vous ont déjà soumis leurs propositions et que beaucoup plus de pays sont en train de travailler sur leurs propositions et je sais que ce temps de l'année est très occupé et qu'il faut une préparation suffisamment solide pour obtenir ce financement. L'une des choses que je voulais dire, c'est à quel point les directives de l'OMS sont très importantes pour le Fonds mondial et les partenaires de financement. Et surtout en incluant spécifiquement les populations clés qui font également partie de nos directives par rapport aux populations clés. Comme plusieurs d'entre vous le savent peut-être, nous nous reposons énormément sur les partenaires techniques, surtout UNAIDS et l'OMS. L'efficacité de la prévention du VIH doit s'élargir pour inclure les IST, ce qui est également important pour le Fonds mondial.
Et vous verrez encore une fois comment nous avons collaboré avec le leadership technique de l'OMS pour étendre ce soutien aux IST et à l'hépatite B. J'aimerais également mettre la distinction entre la façon dont l'OMS présente cette directive et la façon dont nous présentons nos priorités au Fonds mondial. Cette différence vient du fait de cette réalité que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la question des contraintes. Par exemple, dans le contexte de la prévention du VIH, nous avons une estimation d'environ 5% des ressources qui sont destinées à la prévention du VIH. Donc, bien qu'il soit important à l'OMS d'avoir la bonne approche pour la prévention du VIH, par exemple, l'une des choses avec laquelle beaucoup d'entre nous ont du mal, c'est comment allouer les ressources allouées. Donc, la question de la priorisation est une question très épineuse et je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont en train de débattre pour prendre les décisions nécessaires en ce moment. Passons, s'il vous plaît, au transparent suivant. J'aimerais également mentionner que tout ce que je dis aujourd'hui est déjà reflété dans le document informatif du Fonds mondial sur le VIH. Et il a été traduit dans un certain nombre de langues. Et il inclut toutes nos directives sur l'investissement de la prévention de VIH. Et ce document contient tous les détails nécessaires. L'une des nouveautés par rapport à ce cycle 7 de financement, c'est l'introduction des essentiels, des programmes essentiels pour le VIH. Et ce que nous voulons faire avec les aspects essentiels des programmes, c'est de redéfinir les bases. Le Fonds mondial pourrait ne pas être les financeurs principaux. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il faut forcément que ceci soit obligatoire, mais ce que nous essayons de dire, c'est que, comme le titre le suggère, voilà les aspects essentiels que nous voulons voir. Et le groupe de revue technique pourrait poser les questions à ceux qui vont soumettre aux soumissionnaires de savoir pourquoi ils priorisent un domaine par rapport à l'autre, par exemple. Donc, dans matière de prévention primaire du VIH, nous avons les condoms, les lubrifiants, la disponibilité au peuple infecté, la pré-exposition prophylaxis, les services de réduction des effets nocifs, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous demandons de suivre nos demandes stratégiques dans la prévention des risques d'infection, par exemple, est un domaine fondamental et essentiel sur lequel nous voulons continuer à nous concentrer. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante? Cela est également pertinent pour la tuberculose. Transparent suivant.
La note d'information dont je viens de parler définit les grandes lignes dans ces domaines. J'aimerais mettre l'accent sur quelques aspects. Par exemple, l'amélioration de l'usage et de la précision de la combinaison du VIH et des populations à risque de l'infection du VIH. Nous savons que le taux d'infection diffère de pays en pays et dans beaucoup de pays en Afrique de l'Est et du Sud, les jeunes femmes courent un risque plus élevé d'infection du VIH, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Selon les données de UNAIDS, les populations clés selon l'ONU-SIDA sont les populations auxquelles, qui font face à un plus grand risque d'infection. Donc, le langage a pour objectif d'être inclusif. Le langage utilisé ici a pour objectif d'être inclusif, mais nous voulons être clairs qu'en matière d'investissement de prévention du VIH, ces populations sont prioritaires. Transparent suivant. Parce que je viens de dire, passer les grandes lignes. Tout d'abord, en termes d'intervention, nous voulons étendre la prévention et la combinaison de la prévention pour les populations clés. Donc, l'une des choses que nous promettons dans notre nouvelle stratégie, c'est d'avoir une meilleure couverture pour les populations clés qui courent un plus haut risque d'infection. C'est les femmes, les jeunes filles et les hommes qui ont des partenaires du même sexe. Je voulais parler un peu des points 3, 4 et 5. Par exemple, le numéro 3, étendre l'offre des services, des plateformes de services pour la prévention du VIH. Nous voulons nous assurer que les options de prévention du VIH sont plus répandues, plus largement disponibles. Passons au transparent suivant. Nous allons avoir plus de détails sur la question. Bon, nous allons retourner au transparent suivant. Juste pour mettre l'accent sur le fait que vous verrez des textes dans la note d'information qui dit que nous voulons rendre les services de prévention beaucoup plus disponibles, que les gens aient plus d'options de prévention dans les zones à haut risque. Par exemple, nous savons que les condoms et les lubrifiants ne sont toujours pas suffisamment disponibles. Nous voulons également mettre l'accent sur les services de soins de santé sexuelle. Pendant longtemps, le financement, le diagnostic de traitement du VIH
ont toujours été notre objectif. Mais à part cela, nous voulons également mettre l'accent sur la santé sexuelle pour ces personnes qui ont besoin de services de santé pour les IST. Dans certains pays, par exemple, des populations clés dans les programmes de VIH pourraient ne pas avoir la possibilité, idéalement, d'avoir accès à ces services, mais nous voulons que les services de soins pour les IST ou les services de santé reproductive ou santé sexuelle soient disponibles. Je pourrais en parler plus si vous êtes intéressé. Nous voulons nous assurer que les besoins en matière d'hépatite et de santé reproductive soient également couverts. Le Fonds mondial veut continuer à étendre de façon plus directe les services de droits de l'homme en concomitance avec tous ces services. Si une personne a besoin d'avoir des conseils juridiques de la part d'un juge, par exemple, par rapport à leur situation, nous savons que le format des services de prévention du VIH est souvent complexe pour les acteurs nationaux, les décideurs nationaux. Et nous reconnaissons le besoin pour la micro-planification et de simplification de ces programmes pour avoir un impact plus important. Ce sont des services ou des devoirs de gestion complexes. Nous voulons donc également parler de la gestion de ces services. Donc, Annette, j'aimerais m'arrêter là pour peut-être répondre s'il y a des questions. Merci beaucoup, Suzy. Merci beaucoup pour cette présentation, d'avoir mis l'accent sur la question de la priorisation. Je voulais également mettre l'accent sur le fait que nous mettons tellement d'efforts à développer les directives de l'OMS et en ce faisant, nous avons défini des secteurs essentiels pour la priorisation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes et importantes et nous avons été critiqués dans le passé pour avoir tout simplement donné toutes ces recommandations et il est difficile de déterminer ce qu'il faut faire en premier si nous avons juste un tel budget, que faire en premier. Donc, nous avons essayé avec ces nouvelles directives de structurer les interventions, de prioriser les interventions structurelles pour permettre un meilleur accès aux services de santé, parce que sans cela, les services de santé demeurent inaccessibles afin de pouvoir se concentrer sur les interventions qui ont réellement un impact direct. C'est pour ça que, par exemple, nous n'avons pas inclus les services qui sont concentrés sur le changement de comportement, puisqu'elles n'ont pas un très grand impact. Pourtant, elles sont souvent priorisées par les pays. Nous voulons les aider à comprendre que ces interventions n'ont pas un impact direct sur les populations clés. Donc, si vous voulez faire votre soumission, ne vous concentrez pas sur ces aspects, mais plutôt sur des services qui incluent l'usage des condoms, par exemple, qui ont un impact plus direct. Et pendant que nous essayons de répondre à ces changements importants dans les directives, le Fonds mondial
dépense un montant considérable de son investissement sur le changement de comportement par rapport au VIH. Et nous savons qu'il y a des investissements importants dans le domaine. Par exemple, les revues de pairs ou le suivi des pairs au sein des populations qui est un élément important. Et ce que nous avons essayé de faire dans ce cycle 7, c'est d'encourager les participants, les soumissionnaires à réorienter cela pour inclure les options de l'hépatite et des IST, par exemple pour les condoms. Donc, nous n'essayons pas de mettre fin à ce service, mais nous voulons avoir un module qui inclut la communication, la discussion avec les communautés pour qu'ils aient l'accès à ces options de prévention que nous priorisons tous collectivement. Merci, Suzy. Il n'y a qu'une seule question. Et puisque nous n'avons pas le temps, nous allons passer à l'orateur suivant et voilà, nous verrons si nous avons suffisamment de temps à la fin. Suzy, peut-être que vous pouvez répondre à la question dans la boîte de questions-réponses. Donc, nous allons passer à notre dernier orateur aujourd'hui, Bradley Mathers, qui est consultant à l'OMS sur la communication stratégique au sein des populations clés. Il est important d'étayer votre proposition avec des informations stratégiques, ce que nous nous attendons à voir dans les soumissions pour ce cycle. Merci beaucoup, Annette. Très bien. Je vais me concentrer sur 2 domaines clés dans cette présentation. Je vais parler des nouvelles directives consolidées centrées sur les personnes transparent suivant, s'il vous plaît. Plusieurs d'entre vous pourraient déjà connaître les autres directives que l'OMS a publiées. Ces directives se sont concentrées sur les services de traitement pour les individus et comment mettre les informations à leur disposition pour les programmes de traitement disponibles. Et en 2020, nous avons publié un autre ensemble de directives qui se concentrent sur les indicateurs et le suivi des programmes. Et en 2022, transparence suivante, s'il vous plaît, nous avons combiné ou consolidé toutes ces directives en un document unique. Et ce nouveau document se concentre sur le futur, et les réponses actuelles et la réponse actuelle et la réponse future, et les besoins de données. Et les pays sont en train d'œuvrer à atteindre leur objectif 95-95-95. Nous voulons maintenant nous concentrer sur l'impact des services offerts. Pour faire ceci, nous avons besoin de données plus individuelles et granulaires. Nous voulons également voir comment suivre le résultat ou l'impact des services offerts afin de réduire les incidences et le niveau de mortalité. Nous avons également besoin de la capacité d'observer les individus sur une certaine période
et comment ils passent de l'étape de vulnérabilité au VIH à l'obtention, la recherche de services et de soins de santé et comment nous pouvons les connecter et les suivre durant leur traitement pour le meilleur résultat. Et comment nous pouvons également discuter avec eux pour les intéresser par d'autres services. Et nous avons également connu un changement important dans la manière dont nous recueillons et nous partageons les données, surtout pour offrir les services en ligne afin d'améliorer la gestion des patients, la gestion des programmes. Transparent suivant. Il y a des composantes clés au sein de ces directives. Nous avons 22 recommandations sur les données. Et je pense que l'un des changements les plus importants, c'est que nous parlons de données au niveau individuel pour soutenir la prévention, la détection et le traitement, les programmes de traitement. Une meilleure intégration. Nous avons également parlé de comment renforcer et d'intégrer notre système numérique. Nous voulons également apprendre comment faire un meilleur usage des données collectées. Nous voulons construire ou bâtir également un système de données numériques sécurisé et interopérable. Les directives recommandent l'utilisation d'un minimum de groupes de données, c'est-à-dire des données qui ont été collectées dans l'offre des services. Ce sont des données donc routinières qui concernent les événements clés. Et grâce à ces données, nous pouvons générer un nombre important d'indicateurs pour le suivi. Nous recommandons donc à partir de ces données 25 indicateurs clés et 80 priorités.
La première composante qui est vraiment essentielle, c'est des identifiants uniques qui permettent d'identifier des personnes qui ont besoin d'accès à ces services. Donc, nous voulons pouvoir identifier s'ils ont besoin de 2 services différents. Nous pouvons suivre leur progrès d'un centre de santé à l'autre. Donc, ce système protège l'identité des utilisateurs. Nous pouvons utiliser les identifiants basés sur le centre de santé pour suivre le progrès des patients. Pour les personnes qui mettent en œuvre ces systèmes, il y a par exemple des identifiants uniques qu'on peut introduire et avec le temps, on peut introduire au fur et à mesure d'autres services une fois qu'on a les identifiants dans les pays où tous ces outils sont disponibles. Il faut que ce soit cohérent et puis qu'on puisse vraiment faire le suivi des résultats obtenus, car ce sont des précieuses sources d'informations qu'on peut glaner ainsi. Mais ce faisant, il faut être sûr de pouvoir partager toutes ces informations dans différentes régions du pays. Donc, on parle d'interopérabilité, d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique. Il faut également la confidentialité des données qu'il faut préserver, la sécurité, l'accès. Alors, les patients sont en fait les premiers acteurs de leur santé. Donc, un cadre juridique, législatif solide pour qu'il y ait des améliorations au niveau des services de santé. Et tout cela se situe autour de la manière dont nous stockons toutes ces informations et les utilisons. Alors, il faut reconnaître que les pays sont à différents stades d'évolution et on parle souvent de fracture numérique, les fossés qui existent entre les différents programmes du pays ou entre la situation des différents pays. Mais dans les pays où ces ressources, ces capacités ne sont pas disponibles, il faut peut-être un investissement supplémentaire pour que ces pays puissent également bénéficier de cet outil numérique. Voyons maintenant les méthodes d'estimation de la taille des populations. Et ensuite, on viendra aux directives parce que vous aurez peut-être des questions à ce sujet. Alors, on a différentes méthodes d'estimation, surtout lorsque on doit prendre la décision de savoir s'il faut investir, il faut tenir compte de la taille de la population. Alors, en général, on a des méthodes directes, c'est-à-dire il s'agit de compter les individus à travers la cartographie, les enquêtes. Ça peut être des enquêtes sur les lieux de service, c'est-à-dire là où les gens viennent chercher les soins ou autres. Ça peut être les enquêtes au niveau des programmes, des services. Donc, ça, ce sont les méthodes directes. Mais sinon, il y a les méthodes indirectes. On utilise des différentes sources de données pour estimer la population, enquête, approche, en utilisant des informations qui viennent d'enquête.
Ça peut être des méthodes à base de multiplication, des objets uniques, des événements sociaux, des services, des programmes. Dans beaucoup de pays, lorsqu'on fait des enquêtes sur les comportements, par exemple, on inclut des questions pour pouvoir obtenir différents types d'estimations que nous voulons. Alors, avec ces estimations, la taille de la population, il y a des considérations lorsqu'on choisit la méthode. Il y a la visibilité sociale et la mobilité des populations clés. Est-ce que c'est facile d'accéder à ces populations? Il faut voir aussi ce qui a été fait dans le passé, les estimations de taille, les interviews qui ont été réalisées. Il faut voir également la situation géographique, quel est le niveau géographique dont on a besoin pour estimer ces populations. Par exemple, parfois, on a besoin d'estimations nationales. Donc, on peut se limiter à des zones plus restreintes dans les villes, dans les régions, et voir comment extrapoler ces chiffres à un niveau national. Et bien sûr, il y a les considérations financières, les ressources techniques qui sont disponibles pour entreprendre cet exercice. Mais en général, on a besoin d'un certain niveau de ressources financières, mais également techniques, parce que certaines méthodes sont relativement techniques. Mais nous n'avons pas encore de standard parfait. Toutes les méthodes ont leurs forces et leurs faiblesses. On peut utiliser ces informations pour faire une triangulation. Mais ce qui est important, je pense, c'est que l'absence d'estimation démographique n'est pas une excuse pour retarder ou pour annuler le travail qui doit être fait. Les données déjà disponibles nous donnent la possibilité de caractériser la population et de considérer la population sur la base des estimations qu'on a. Alors, lorsqu'on a des données crédibles, il est important de cibler la programmation et de passer à l'échelle. Si on a un groupe de population clé que nous visons, c'est très important. Alors, il y a des guides de l'ONU-SIDA et de l'OMS pour estimer les populations. Ça, c'est un vieux document. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore pertinentes. Il y a une chose importante à prendre en compte, c'est que ces estimations ont des biais, parfois. Donc, quand on fait des estimations de population, il faut savoir que certaines causes, des biais, peuvent être dues à différentes situations, ou différentes compréhensions des situations. Par exemple, pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais en général, il y a très peu d'informations qui sont disponibles là-dessus et ces données sont sous-estimées. Donc, il faut bien comprendre le programme, voir comment atteindre ces populations.
Il y a un travail qui a été fait il y a plusieurs années. Et à partir des données qui ont été glanées et les contributions qui ont été faites, on est arrivé à 1,9% de la population à l'échelle mondiale. Alors, lorsque les pays veulent utiliser des estimations pour leur travail et avec une estimation de moins de 1%, en général, on leur conseille d'utiliser ce pourcentage-là. 1% est un pourcentage minimum raisonnable. Alors ça, ce sont les estimations les plus récentes sur l'Afrique subsaharienne à l'ONU-SIDA. Alors, il y a une variabilité ici au niveau de la qualité des estimations. Il y a un pays de la région qui a rapporté quelque chose que nous considérons comme étant fiable. C'est le Ghana. C'est-à-dire, ils ont fait des estimations, ils ont utilisé une méthode pour extrapoler au niveau national et ça nous a paru tout à fait satisfaisant. Il y a d'autres pays qui ont essayé de faire la même chose, mais ils n'ont pas pu extrapoler au niveau national. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'estimation du tout, ou alors les estimations sont très vieilles, de plus de 5 ans, ou bien les pays n'ont pas utilisé une méthode suffisamment fiable. C'était le cas du Kenya, par exemple, parce qu'ils ont utilisé le nombre de personnes qui venaient au programme et on a estimé que c'était très sous-estimé. Donc, comme je l'ai dit auparavant, c'est pas parce qu'on n'a pas d'estimation sur ces populations qu'il ne faut pas programmer des activités avec ces populations-là. Il faut trouver le moyen de les prendre en compte. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapositive. Je vais laisser un peu de temps pour les questions et réponses auxquelles je serais ravie de répondre. Merci beaucoup, Bradley. C'était très clair, très rapide pour les interprètes. Mais entre-temps, il y a eu des commentaires. Par exemple, Suzy du Fonds mondial qui dit la priorité est donnée aux estimations des populations clés pour faire le suivi des activités. Je voulais donner à Sonia l'occasion d'intervenir aussi. Sonia Arias Garcia de l'ONU-SIDA. Nous n'avons que quelques minutes, Sonia. Donc, soyez brève, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voulais juste dire à quel point j'étais ravie d'être là. Nous avons une plateforme pour ça. Si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à nous les adresser. Merci beaucoup. Alors, nous progressons vers la fin, mais il y a des questions spécifiques qui sont adressées à Bradley autour de la question de la confidentialité, de la sûreté, mais je pense que c'était avant que vous en parliez dans votre présentation. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Il y a une question, Suzy, je pense que vous vouliez répondre, vous n'avez pas pu répondre dans la boîte de dialogue. Alors, allez-y. Oui, je crois que je vais
je vais y répondre sur le net, mais c'est bien d'avoir tous ces services de santé dans le cadre de la prévention du VIH et tous ces services. Je pense que c'est très encourageant. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de désigner les pays qui ont fait des progrès, d'autres qui sont un peu à la traîne, mais c'est bon de voir euh, les, les gaps qui existent au niveau des investissements pour s'occuper des questions relatives au VIH et en même temps des questions relatives aux hépatites et aux autres. Oui, c'est ce que nous voulions surtout mettre en évidence ici, voir si ce qui affecte, si le VIH affecte aussi les autres affections et les IST. Mais je voudrais vous remercier, Suzy, Bradley, pour toutes ces informations, à vous tous pour vos interventions. Et je vais donner la parole à Nicolas pour conclure, résumer. Merci à tous. Ça y est, j'ai fini. À vous, Nicolas. Merci beaucoup. Je vais passer au français pour conclure, pour ceux qui n'ont pas utilisé les services d'interprétation jusqu'ici. Donc, ma conclusion sera en français. Je vous laisse voir les boutons sur lesquels il faut appuyer pour cela.
Je pense qu'on va donner la parole à Iga maintenant pour l'allocution de clôture. Merci beaucoup. Merci, chers collègues de l'OMS siège, pour cette belle présentation. Merci, Suzy, Matthew, Bradley. Avant de vous quitter, je voudrais remercier ECHO, nos collègues du département formation à Afro, Ebi et Boukari, pour leur coordination et pour leur réponse rapide à toutes nos questions sur le webinaire. Je voudrais rappeler aux participants qu'il faut répondre au questionnaire qui vous sera adressé. Dans les 2-3 jours, nous allons vous envoyer toutes les présentations et les questions et réponses de nos panélistes. Remplissez le questionnaire, s'il vous plaît, parce que ça nous aidera à orienter l'assistance technique pour les gens qui viennent de Grameen, pays dans la région. Parce que maintenant, il faut qu'on améliore nos réunions stratégiques, qu'on améliore les guides, les indicateurs de performance clés dans les pays. Donc, dans les questionnaires, mettez les choses spécifiques pour lesquelles vous avez besoin de l'assistance technique de l'OMS. Merci à tous pour votre présence. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous encore dans l'avenir. Merci à tous. Au revoir. Merci.